Déjà, je pense que ce syndicat est l'exemple abouti de l'intercommunalité, le plus abouti que je connaisse. Qu'est-ce que c'est que l'intercommunalité pour des communes? C'est de se mettre à plusieurs pour faire mieux ce qu'elles pourraient faire isolément ou pour faire à plusieurs ce qu'elles ne pourraient absolument pas faire isolément. Et pour ce qui concerne l'eau potable, qui est d'une importance que l'on imagine sans difficulté, la distribution de l'eau potable aux habitantes et aux habitants, l'accès à l'eau potable pour les habitantes et les habitants, le syndicat des eaux d'Île-de-France est un exemple de réussite complète. Réussite complète pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est capable de fournir de l'eau potable à plus de 4 millions d'usagers chaque jour. Et c'est un exploit. Nous sommes le plus grand producteur d'eau potable d'Europe, maintenant on le sait, que nous sommes capables d'assurer ce service de manière continue, en qualité. Ça, c'est remarquable. Et puis que nous savons très bien que si nous avions fait cela dans notre coin, nous n'aurions pas réussi à atteindre ces objectifs de qualité pour nos habitantes et nos habitants. Et la qualité, c'est quoi? C'est le meilleur service au meilleur coût. Alors après, le syndicat des eaux d'Île-de-France, vous venez de le dire, il a un siècle. Il arrive à un siècle de partenariat entre les communes. Aujourd'hui, ce sont 133 communes qui le forment, et nous vendons de l'eau en gros à d'autres groupements et à d'autres groupements de communes. Donc nous assurons l'alimentation en eau d'un nombre de personnes absolument remarquable. Et puis ce syndicat, ça a été un peu par la force des choses, parce que c'est un syndicat des communes de banlieue. C'est l'Île-de-France, sauf Paris. Et parfois des communes assez éloignées et des communes d'une grande diversité. On a des communes peu peuplées, avec peu d'habitats groupés, des communes peu denses, des communes très denses. Et on se rend bien compte qu'il est plus facile de distribuer de l'eau dans des communes denses que dans des communes peu denses. Et tout cela se fait avec un esprit de mutualisation absolue, puisque le prix de l'eau est facturé à l'usager au même niveau, qu'il soit proche, donc facile à alimenter, ou éloigné et donc plus coûteux à alimenter. C'est un bel exemple de coopération intercommunale. Et puis, Paris a souvent été un peu égoïste. On va peser nos mots vis-à-vis de la banlieue, et c'est appliqué au fil des siècles. Ça a commencé avec Louis XIV, d'ailleurs, avec les grandes eaux de Versailles. Ça a connu son apogée avec Napoléon III et le baron Haussmann, qui a été chercher la bonne eau jusqu'à des fois plus de 100 km autour de Paris pour alimenter Paris en eau potable. Et a laissé aux communes de banlieue essentiellement les eaux de surface, les eaux de deux rivières et d'un fleuve, la Seine, la Marne et l'Oise. Et il a fallu que ces communes de banlieue se regroupent, évidemment, pour, à partir de cette eau de piètre qualité, faire une eau de bonne qualité, une eau parfaitement potable. C'est un bel exemple de réussite. Et aujourd'hui, le fait que nous soyons partis, nous, communes de banlieue, avec cet handicap, eh bien, fait que nous sommes plus forts pour affronter les défis d'une eau de surface qui est d'une qualité de plus en plus problématique et que nous devons rendre toujours plus potable, toujours d'une meilleure qualité, toujours de nature à préserver la santé de nos habitantes et de nos habitants. Ce qu'il ne faut jamais oublier, et ça il faut le dire souvent, c'est que nous sommes dans l'alimentaire. Nous distribuons de l'alimentaire. L'eau potable, c'est de l'alimentaire, et quand on pense alimentation, on pense immédiatement santé de celles et de ceux qui sont ainsi desservis. Et donc cela nous a conduit au fil des ans, et on peut reprendre en un siècle tout ce qui a été mis en œuvre par ce syndicat, eh bien d'être en avance sur ce qui devait se faire pour assurer cette qualité de service à nos habitantes et à nos habitants, à nos banlieusards, pour dire les choses selon une appellation communément admise. Compte tenu des défis de la qualité de l'eau de surface, nous avons commencé, et ça a été une réflexion qui a été amorcée en 1995 pour une réalisation en 1999 avec la nanofiltration à Méry-sur-Oise. Pourquoi Méry-sur-Oise? Méry-sur-Oise, ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'Oise est une des deux rivières de France, avec l'Isère,
qui a malheureusement le triste privilège d'être parmi les plus pollués de France. Et donc nous avons mis en place à Méry-sur-Oise un traitement de filtration complètement innovant avec des membranes, la nanofiltration, 10, moins 9 mètres, 1 millionième de millimètre. C'est pas, avec un cheveu, vous n'imaginez pas ce que ça peut faire. Même si vous avez des cheveux très fins, c'est encore beaucoup plus fin. Et ça nous a permis de distribuer une eau d'une meilleure qualité. C'était une première mondiale. Et en 1999, nous avons pu commencer à distribuer de l'eau nanofiltrée aux habitantes et habitants de 41 communes qui sont sur la partie nord, desservies par le syndicat des eaux d'Île-de-France. Et cette eau est d'une très grande qualité. Je vais vous donner une petite anecdote. Vous savez que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous vendons un peu d'eau. Nous assurons la distribution de l'eau aux habitants des communes adhérentes, les 133, 135-2, aux 133 communes adhérentes. Et puis, il y a des groupements de communes que nous dépannons, à qui nous rendons des services et nous leur vendons de l'eau en gros. Et on a une petite aventure avec la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, la CACP, qui est dans mon département, que nous avons dépanné de l'ordre de 4,5 millions, 5 millions de mètres cubes par an d'eau, issue de l'usine de Méry-sur-Oise. Et puis, ils ont voulu revenir à l'eau initiale. Et quand ils sont revenus à l'eau initiale, ils ont eu un tollé, protestation des abonnés qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette eau? Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir des problèmes sur le réseau, c'est plus la même eau, etc. » Et donc, aujourd'hui, ils nous demandent de continuer à les alimenter avec cette eau de Méry parce que l'usager, l'habitant, a bien perçu qu'elle était de bien meilleure qualité au robinet que l'eau dont il bénéficiait naguère. Nous sommes aujourd'hui à un tournant avec des eaux de surface malheureusement dégradées, et même si nous nous appliquons, et si nous participons, et si nous aidons celles et ceux qui s'emploient à faire en sorte que ces eaux de surface soient de plus en plus préservées, reçoivent de moins en moins de polluants, nous savons bien que pendant des années, des décennies, au moins une génération, ces eaux seront encore contaminées. Et qu'il faut donc aujourd'hui avoir les mesures curatives nécessaires pour préserver la santé des habitantes et des habitants. Et c'est donc, je dirais, la poursuite de la filtration sur membrane. Nous avions la nanofiltration. Aujourd'hui, le syndicat a choisi, et cela depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années, de s'orienter vers l'osmose inverse basse pression. Qu'est-ce que c'est que l'osmose inverse basse pression? Pour schématiser, c'est une nanofiltration renforcée. Au lieu d'avoir des 10-9 mètres comme diamètre de passage, on va être à 10-11, ça va être encore plus sélectif, ça va encore mieux nous préserver, mieux abattre, comme disent les spécialistes, tout ce qui est micropolluant. Plus de 99 des micropolluants seront éliminés par ce dispositif, micropolluants, résidus médicamenteux, pesticides, tout cela qui, on l'imagine facilement, n'est vraiment pas très bon pour la santé. Et de ce qui nous revient, de ce que nous avons vu, notamment par la participation au club des grands producteurs d'eau, par tout ce qu'on peut voir dans la littérature, on sait qu'aujourd'hui, le seul dispositif qui permette d'abattre autant ces micropolluants, et ce n'est pas autant à 3 ou 4% près, c'est plus du simple au double, c'est l'osmose inverse basse pression. C'est pourquoi, dans l'intérêt des habitants, des usagers, nous avons décidé de nous engager dans ce dispositif qui est celui de l'avenir. Le succès du CEDIF, c'est la qualité. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne peut avancer que par la qualité, que dans la qualité. Et la qualité, ça ne s'obtient pas par une seule chose, c'est la coordination de différents vecteurs. C'est bien sûr la qualité des femmes et des hommes qui travaillent à ce service, c'est la qualité des équipements, c'est la qualité d'un état d'esprit, de vouloir non pas le mieux pour le mieux, pas une compétition pour dire c'est moi qui suis sur le podium, c'est de vouloir toujours le mieux pour l'usager.
Et le mieux pour l'usager, c'est toujours ce rapport service sur prix, sachant que, nous en avons parlé tout à l'heure, sachant que la santé, c'est une formule bien connue, la santé, ça n'a pas de prix, elle a un coût, et sur les questions de santé, on ne peut pas transiger. On n'a pas le droit, aujourd'hui, de continuer à faire comme s'il n'y avait pas de micropolluants, de microplastiques, de résidus médicamenteux dans l'eau. On n'a pas le droit de ne pas être en avance sur la réglementation, qui risque d'ailleurs, réglementation compte tenu des dernières directives européennes, pas encore complètement traduites dans la réglementation française, de nous rattraper rapidement. Et nous savons que grâce aux dispositions que nous prenons, nous serons encore en avance sur cette réglementation parce que nous voulons être toujours en avance pour les questions qui traitent de la santé des personnes auxquelles nous assurons la distribution de l'eau potable. Encore une fois, l'eau potable, c'est alimentaire. Alors, je pourrais vous dire que ce qui est formidable sur le SEDIF, ce sont ces 3 usines de production d'eau. Moi, qui viens d'un domaine privé, plutôt du pétrole et du gaz, j'ai été un peu surpris par la dimension de ces usines, ce côté un peu showroom, alors que, moi j'ai fait des plateformes pétrolières, vous savez, il fallait presque passer en travers entre 2 skids. Là, il y a de la place, c'est propre, c'est beau, c'est même beau, c'est esthétique. Alors je pourrais dire, on a des très belles usines. Bon, on a des très belles usines, c'est vrai, on est content et on sera content de pouvoir mieux les accueillir et de manière plus fréquente lorsque le plan Vigipirate sera un peu moins draconien. On a des très belles usines. On a des usines secondaires de relèvement d'eau qui sont exemplaires. On a une gestion intégrée et intelligente, l'intelligence artificielle, le prédictif, l'aide à la décision. Il y a longtemps que le SEDIF l'a pris en compte dans son mode de gestion. On a, à côté de ça, une dimension humaine extraordinaire. Parce qu'on n'a pas seulement une très belle technique. Vous savez que nous avons été les premiers, et dans l'illégalité, à faire ce que l'on appelle de la coopération décentralisée. Et avec le programme Solidaritéo, on consacre une fraction de nos recettes, 1% de nos recettes d'eau, à équiper en eau potable des populations dites en voie de développement, déshéritées et qui connaissent les maladies hydriques, et avec une cible préférentielle, mais pas que, vers les populations francophones. Et il y a 3 ans, on a franchi un cap, c'est-à-dire que par le biais de cette action Solidaritéo, on a réussi à alimenter en eau potable plus de personnes au travers le monde que nous n'avons d'abonnés au syndicat des eaux d'Île-de-France. Et nous avons commencé dans l'illégalité. Le président Santini a pris ce risque, puisque ce n'était pas autorisé pour les syndicats de faire de la coopération décentralisée. Et c'est seulement 3 ans après, lorsque la loi Oudin-Santini, Oudin du sénateur, nom du sénateur qui l'a porté, Santini, nom du député qui l'a porté, a permis aux syndicats de faire de la coopération décentralisée. Et maintenant, grâce à cette loi, d'autres syndicats ont pris la marche. Autre exemple de solidarité, c'est Eau Solidaire, où là encore, 1% des recettes d'eau est consacré à aider d'une part celles et ceux qui ont des difficultés à régler leur quittance d'eau pour l'habitat collectif ou leur note d'eau pour les abonnés, ceux qui sont en habitat individuel, ou encore une action envers les propriétés dégradées qui souvent sont peuplées par des gens avec des revenus faibles et qui en plus ont des conditions de distribution d'eau de mauvaise qualité avec des fuites, tout cela qui vient alourdir inutilement une facture qui est déjà très difficile à payer. Donc ce syndicat, il y a une très grande technicité et une très grande humanité. Vous savez, il y a l'éternel débat philosophique. Est-ce que le progrès technique ne va pas trop vite par rapport au progrès de la conscience morale? Je peux vous assurer qu'au SEDIF, nous marchons sur ces 2 pieds. Nous faisons avancer et notre humanité, notre souci d'autrui, et nous le faisons accompagner par le développement technique. Je crois que la première remarque à faire, c'est de regarder quelle a été l'évolution du prix de l'eau
du syndicat, pas sur les 3 dernières années, pas sur les 10, pas sur les 20, sur les 25 dernières années, on peut regarder l'évolution du prix de l'eau du syndicat. Cette évolution est inférieure à l'inflation. Inférieure à l'inflation officielle. Et aujourd'hui, on doit à la vérité de dire qu'on a quelques doutes quand on fait les courses à croire que l'inflation, c'est 6%. Bon, sur une année, on a quelques doutes. Donc on prend l'inflation officielle, toutes les courbes sont à votre disposition, et là, on sait bien que les menteurs chiffrent, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Et donc le prix de l'eau, sur les 25 dernières années, nous sommes avec une évolution inférieure à l'inflation, et je crois que ça, c'est bien un signe de préservation du pouvoir d'achat. Alors, sur le nouveau procédé avec l'osmose inverse basse pression, on nous dit, et c'est vrai, ça va conduire à une augmentation du prix de l'eau, notamment, il y a des investissements supplémentaires, un peu inférieurs à 1 milliard d'euros, il y a des investissements à faire, et il y a aussi du pompage à faire, il faut pousser l'eau, et donc mettre des pompes, ces pompes sont électriques, et donc de l'énergie électrique. Et il est exact que le processus d'osmose inverse basse pression, parce qu'il doit vaincre une perte de charge, doit pousser avec des pompes et qu'il y a une consommation électrique supplémentaire par rapport au processus classique, au processus physico-chimique. Cela dit, si on regarde l'enveloppe de l'usine, augmentation supplémentaire. Si l'on regarde l'enveloppe qui est véritablement intéressante, c'est-à-dire celle des usines, mais aussi celle des bénéficiaires des services rendus par l'usine, c'est-à-dire les habitantes et les habitants, eh bien, nous nous rendons compte que, essentiellement par le biais de l'abaissement de la teneur en calcaire, vous allez me dire, là n'est pas l'essentiel de l'OIBP, vous allez avoir une longévité sur les appareils électroménagers, une diminution de la consommation électrique et une diminution des produits chimiques. Bon, je sais pas, moi je fais la lessive de temps en temps chez moi et je vois bien qu'en fonction de la dureté de l'eau, je dois mettre plus ou moins de lessive dans la machine. Donc, et on a calculé que c'était déjà une compensation appréciable. Que demain, l'eau du robinet sera encore de meilleure qualité, que l'on pourra la boire mais sans aucune restriction, sans aucune condition suspensive. On espère que pour l'eau courante, ces packs de bouteilles, et qui est effectivement les gens qui se retournent plus, comme moi, vers l'eau aujourd'hui, vers l'eau du robinet qu'hier. Alors ils garderont des bouteilles chics, ils iront à la cave à eau lorsqu'ils ont des invités pour faire bien, peut-être. Mais quotidiennement, lorsqu'ils passeront de la bouteille d'eau en plastique qui coûte 150 fois plus cher le litre que l'eau du robinet, et en plus il faut aller la chercher, je ne compte pas le transport, je ne compte pas l'énergie à dépenser, et je ne compte pas les microplastiques que l'on retrouve ensuite. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de plastique qui flottent sur la mer. Une grande partie vient des bouteilles plastiques. Et lorsqu'on prend en compte cela, on fait exploser la balance et on est bénéficiaire pour le foyer gagne de l'argent. Quand on regarde la consommation électrique, il y a le rapport Deloitte qui a montré ça, compte tenu des économies chez l'habitant par rapport à la surconsommation de l'OIBP qui est réelle et qu'il ne faut pas nier, on est déjà à un gain. On va moins avoir de kilowattheures dans l'enveloppe globale que sans le dispositif OIBP. Et après, quand on regarde ça en euros, compte tenu des économies de produits liés au calcaire et surtout de diminution de la consommation d'eau en bouteille plastique, alors là, en euros, on est sur un gain de plus de 100 € par foyer et par an, largement. Je veux dire, quand je dis 100 €, je suis en dessous de la réalité et on pourra encore préciser ces choses.